Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis plus d'un an, l'épidémie du Covid-19 a bouleversé nos vies, nos habitudes, nos manières de nous réunir, privilégiant Internet. Je remercie Sylvie Biancheri et ses équipes pour leur accueil dans ces installations qui permettent la participation en ligne du plus grand nombre à notre conférence annuelle sur la transition énergétique. Avant qu'Annabelle Jaguer-Sédou vous en dise plus sur le déroulé de cet événement, je vais vous présenter un bilan des actions en faveur de la transition énergétique. Premier constat, la mobilisation n'a pas faibli. Et régulièrement, de nouvelles entités, entreprises, individus rejoignent la communauté des adhérents du Pacte national qui compte aujourd'hui près de 1700 membres. Je vous félicite et encourage toutes celles et ceux qui n'ont pas encore signé à venir nous rejoindre. En cette année difficile, le gouvernement a dédié une part significative des aides et subventions du plan de relance économique en faveur de la transition énergétique à travers les aides fonds verts. Nous avons également maintenu les actions menées sur les 3 postes émetteurs de gaz à effet de serre, la mobilité, les déchets et l'énergie dans les bâtiments. La mise en œuvre d'une politique zéro déchet plastique à usage unique en 2030 constitue un axe prioritaire, sachant que depuis 2015, un plan d'action a permis l'interdiction des sacs plastiques à usage unique, des pailles et des touillettes, des gobelets, des couverts, des assiettes en plastique en principauté. Pour la mobilité, je citerai le déploiement des bornes de recharge gratuites Monaco On, avec des stations-service électriques dans tous les parkings de la principauté de Monaco, ainsi qu'en voirie. On peut les identifier facilement grâce à leur couleur jaune flashy. En matière d'énergie, dans les bâtiments, plus de 30% des bâtiments privés ont été audités début 2021. Près de 80 sites équipés de compteurs Smart Plus qui économisent, grâce à ce dispositif, en moyenne 5% de leur consommation. Il est également à souligner que la démarche BD2M, Bâtiment durable Méditerranée de Monaco, se généralise. Toutes les constructions et les rénovations publiques ont un niveau d'ambition argent. Des projets privés se sont également engagés. Aujourd'hui, nous avons 25 projets qui s'inscrivent BD2M. L'État, bien sûr, montre l'exemple dans les bâtiments publics avec la suppression des dernières chaudières à fioul au cours des années 2021 et 2022, 100% de l'éclairage en LED, la généralisation des isolations thermiques et le déploiement des énergies renouvelables dans les bâtiments. En 2020, 950 m² de surface ont été équipés de photovoltaïques et en 2021, ce seront 2300 m² supplémentaires. Et j'en profite pour saluer l'engagement et le dynamisme du service de maintenance des bâtiments publics. Les énergies renouvelables, et en particulier celles issues de la mer, constituent un levier important de décarbonation de l'énergie consommée par notre pays. 2 nouveaux réseaux thalassothermiques sont en cours de développement, un à la Condamine et un au Larvoto. Depuis 3 ans, grâce à ces 2 réseaux, Monaco va être en mesure de réduire de plus de 7% ses émissions de gaz à effet de serre. Sur les seuls secteurs du bâtiment et des énergies renouvelables, ce sont à l'horizon 2022 75 millions d'euros du Fonds vert national, dont 50 millions pour les boucles thalassothermiques, qui seront utilisés en faveur de la transition énergétique, permettant d'économiser 8000 tonnes de CO2 par an. Pour conclure, je voulais également saluer toute l'équipe de la mission pour la transition énergétique pour son rôle moteur, ainsi que toutes celles et ceux qui, dans l'administration, se sont mobilisés avec ce même objectif de réduire au maximum notre impact écologique. Au-delà, c'est toute une communauté que je veux saluer, des femmes et des hommes, de plus en plus nombreux, qui ont intégré dans leur vie quotidienne les bons gestes, les bonnes actions et agissent pour une société zéro carbone. À vos côtés, Monseigneur, soyez convaincus de notre grande détermination. Je vous remercie. Je donne la parole à Annabelle Jaguer-Sédou. Monseigneur, Madame le conseiller de gouvernement, ministre, chers signataires du Pacte national pour la transition énergétique, bonjour.
Merci, chère Marie-Pierre Gramaglia, pour cette introduction en forme de point d'étape et merci d'être à nos côtés pour ces moments importants de la conférence annuelle. Nous avons souhaité cette conférence 100% digitale, vous l'avez dit, pour que le maximum d'entre vous, signataires du pacte, puissent être présents à nos côtés. Le déroulé de ce moment passé ensemble est simple. Un bilan du pacte national, la parole à notre invité sur le thème du jour, vivre sans déchets, la remise des prix des meilleures initiatives monégasques en faveur de la réduction des déchets, avant de vous donner la parole, Monseigneur, pour clore cette conférence. Les pouvoirs publics n'atteindront pas seuls les objectifs ambitieux que vous nous avez fixés en matière de réduction de CO2. C'est l'ensemble du tissu économique et institutionnel de la principauté qui doit se mettre dans une trajectoire zéro carbone. C'est dans cet esprit que vous avez souhaité que nous initions le Pacte national pour la transition énergétique, une démarche de progrès qui permet à tous, entreprises, individus, entités, d'être acteurs de cette transition énergétique. Chaque année, un bilan est réalisé avec les signataires pour voir où est-ce qu'ils en sont, le chemin parcouru, le chemin qui reste à parcourir. Eh bien, c'est ce bilan 2020 que nous avons récemment réalisé que je souhaitais partager avec vous tous en images. À nous de jouer pour vous emmener encore plus loin. Le bilan annuel a permis de vous présenter les actions niveau 2 et un grand nombre d'entre vous, individus, entreprises, ont déjà choisi de les mettre en œuvre. Cette année 2020 a aussi été une année très importante pour les entreprises et je souhaite vraiment saluer leur implication à nos côtés car beaucoup d'entre elles se sont mis en branle sur le sujet de la mobilité en mettant en place des plans de déplacement pour les entreprises ou en adoptant la solution de covoiturage Klaxit. Merci pour cette mobilisation. Sachez que les mois qui viennent seront tout aussi actifs. Nous avons un nouveau dispositif que Marie-Pierre Gramaglia a présenté il y a quelques semaines déjà, qui est maintenant à votre disposition pour vous accompagner dans une trajectoire zéro carbone. Ce dispositif est double, un accompagnement expert qui s'adresse en fait à toutes les entreprises signataires du Pacte national pour la transition énergétique. Nous allons vous proposer des ateliers pour établir un diagnostic et vous conduire sur une trajectoire, une stratégie bas carbone. C'est la première proposition qui vous sera faite dès la fin du mois de mai. Également, pour aller plus loin, une aide financière pour la réalisation de projets ciblés en termes de réduction de CO2. Donc des projets ciblés que vous allez nous soumettre. La téléprocédure est en ligne dès à présent. Nous attendons et nous espérons que vous serez nombreux à vous mobiliser. Sachez que les équipes de la MTE seront à vos côtés pour vous accompagner dans cette trajectoire bas carbone. Venons-en à présent au thème de cette conférence annuelle, les déchets. Les déchets sont au cœur de notre transition énergétique.
tout simplement parce qu'ils sont à l'origine d'un tiers de nos émissions de CO2. Parmi ces déchets, les plastiques sont les principaux émetteurs, puisque ceux qui ne sont pas triés et qui sont incinérés sont émetteurs de gaz à effet de serre. C'est pourquoi le département de Marie-Pierre Gramaglia est fortement mobilisé dans un plan déchets ambitieux. Et je me permets de souligner la présence de la direction de l'aménagement urbain et de la direction de l'environnement, qui œuvrent aux côtés et avec la MTE pour mettre en place ce programme, ce plan déchets ambitieux, avec notamment un objectif qui l'est tout autant, celui d'atteindre en 2030 un objectif zéro en matière de plastique à usage unique. Ce thème des déchets, donc, est d'actualité. Nous avons souhaité le mettre à l'honneur dans cette conférence en mettant en avant plusieurs initiatives nationales, mais aussi internationales, pour vous montrer que oui, c'est possible. Ces initiatives sont nombreuses, mais parfois peu connues du public. Or, elles représentent autant de leviers d'action, tant pour réduire à la source, que pour favoriser le réemploi, que pour mettre en place une économie circulaire. Sans attendre, je vais donner la parole à Blandine Sury, qui est directrice générale Europe de Loop. Loop est pionnier de la consigne et du réemploi des emballages à grande échelle. La start-up, en partenariat avec Carrefour en France ou Tesco au Royaume-Uni, œuvre pour faire rentrer l'économie circulaire dans la grande distribution à l'aide d'un système sophistiqué de consigne des emballages que vous allez découvrir. Elle bouleverse ainsi le modèle économique des emballages en leur donnant de la valeur. Loop est issue de l'entreprise TerraCycle qui a été classée en 2021 par le Times Magazine comme l'une des 100 entreprises les plus influentes de la planète. Blandine Sury, la parole est à vous afin de nous aider à répondre à la question suivante. Peut-on vivre sans déchets ? Merci beaucoup. Monseigneur, Madame la Ministre, chère Annabelle, je suis ravie de vous rejoindre ce soir pour partager avec vous cette conférence et en effet vous parler de l'initiative de Loop et autour du thème « Vivre sans déchets ». Alors pour vous présenter rapidement l'initiative de Loop, Annabelle y faisait référence, Loop est une initiative, une filiale de l'entreprise TerraCycle qui opère depuis plus de 20 ans dans le domaine du recyclage des déchets difficiles à recycler, c'est-à-dire des matériaux qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne font pas partie d'une filière de recyclage. Et fort de 20 ans d'expérience dans ce secteur du recyclage, notre fondateur, Tom Zaki, en est venu à la conclusion il y a plusieurs années maintenant que le recyclage, même s'il est absolument nécessaire, ne serait pas suffisant pour venir à bout de la crise des déchets que l'on connaît. Et vous y faisiez référence, un tiers des émissions carbone qui viennent de cette crise des déchets, c'est évidemment beaucoup trop et un chiffre sur lequel nous voulons nous mobiliser et apporter des solutions. Un autre chiffre pour dramatiser le besoin d'action, 9% du plastique mondial est aujourd'hui effectivement recyclé. C'est un chiffre publié par Greenpeace qui nous appelle évidemment à nous mobiliser sur des solutions nouvelles. Alors, l'idée de Loop n'est pas totalement nouvelle. Elle s'appuie sur un système du passé qui est celui de la consigne, que nos grands-parents ont connu, que certains marchés connaissent toujours. D'ailleurs, c'est le cas de l'Allemagne où plus de 30% du marché des boissons se fait en mode consigné. Et dans cette idée de la consigne, il y a cette vérité simple que plus un emballage est durable, plus son coût par utilisation moins son coût par utilisation sera élevé et il participera ainsi à un modèle économique optimisé, la durabilité étant au cœur de cette optimisation. Loop s'appuie donc sur cette idée pour créer et déployer une plateforme globale de réemploi où les fournisseurs développent des produits en emballage réutilisable et consignés que les distributeurs, Carrefour, Tesco, mais aussi la restauration rapide, McDonald's, Burger King ou encore la distribution B2B peuvent proposer à leur clientèle. Notre objectif, c'est d'éliminer les déchets d'emballage à usage unique et de rendre le réemploi pour le consommateur aussi simple et pratique que l'usage unique.
Alors, quelques exemples pour mettre en image ce projet. Loop, la mission de Loop s'articule en 3 morceaux. Le premier, c'est l'accompagnement des fournisseurs et des marques dans la transition entre les emballages à usage unique et les emballages durables. Cette transition, vous l'imaginez, certains d'entre vous y êtes peut-être confrontés, elle est évidemment révolutionnaire et elle appelle un grand nombre de questions. C'est pour ça que Loop accompagne un grand nombre d'industriels, plus de 200 au niveau mondial, dans cette transition, avec pour objectif de valider des emballages qui sont à la fois durables, qui sont nettoyables dans des conditions industrielles respectant un cahier des charges extrêmement exigeant, et enfin qui seront recyclés en fin de vie pour, là encore, garantir l'absence de déchets. Alors voilà quelques exemples dans le domaine de l'entretien de la maison. Une bouteille inox développée par Unilever pour les lessives, ou encore des tablettes lave-vaisselle de la PME Soigna qui, là encore, sont en boîte métal et qui font l'économie totale de plastique ou emballages non recyclables. Dans le domaine de l'alimentaire, bien sûr, des emballages à nouveau en inox ou en verre, nous y viendrons. Voilà quelques exemples des produits de marque phare du petit déjeuner de l'entreprise Nestlé, Nesquik, Ricoré, Chocapic, dans des boîtes dont non seulement on soulignera la durabilité, mais aussi le design. Et c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, le réemploi est une source d'innovation pour les industriels et une opportunité de recréer leur marque phare de façon innovante et de façon attractive pour les consommateurs, pour que le geste citoyen soit aussi l'opportunité pour les consommateurs d'une expérience produit renforcée et attractive. Autre exemple que l'on aime mettre en avant, le yaourt Danone qui, à nouveau, est réinventé avec un pot grand format familial à partager et dans un contenant en verre. Pour la petite histoire, les premiers yaourts Danone, il y a plus de 100 ans, étaient distribués dans des pots en verre. On remet donc au goût du jour un matériau durable et qui permet de créer un secteur d'encourager la consommation des yaourts sans déchets. Bien sûr, pour certains industriels, cette transition a déjà été faite dans certains circuits. C'est le cas des boissons qui aujourd'hui dans le circuit café, hôtel, restaurant, CHR, sont déjà en bouteille en verre. C'est l'opportunité d'élargir la distribution de ces emballages durables dans de nouveaux canaux de distribution et notamment dans la grande distribution Carrefour ou Tesco par exemple. Avant de justement passer au sujet de la distribution, un dernier exemple auquel je voulais faire référence, qui est celui de la restauration rapide. Vous le savez probablement, la restauration rapide est très fortement challengée sur le sujet des emballages à usage unique. En France, la loi AGEC les appelle à proposer très prochainement des emballages réutilisables en salle, en alternatif à l'usage unique. Et c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons développé des partenariats avec McDonald's et Burger King pour justement développer ces emballages réutilisables pour des boîtes à sandwich ou des gobelets de boisson par exemple. Alors tout ça, bien sûr, doit être mis ensuite à disposition des consommateurs et je voudrais souligner le leadership de l'enseigne Carrefour qui depuis 2 ans travaille avec nous pour rendre cette expérience accessible aux consommateurs en magasin. Aujourd'hui, c'est chose faite. Depuis le mois de décembre 2020, plus de 10 magasins parisiens sont porteurs de l'opération Loop par Carrefour en route vers la consigne, avec une trentaine de références qui sont disponibles dans des emballages réutilisables et durables, vous l'avez compris, consignés. Le consommateur va donc acheter ses produits, payer un montant de consigne et les rapporter en magasin par l'intermédiaire d'un espace de collecte où seront déposés ces produits, ce qui lui permettra de se faire rembourser son montant de consigne.
Nous avons eu la chance d'accueillir Madame la ministre Barbara Pompili pour souligner le côté innovateur et absolument nécessaire de cette entreprise et de cette initiative. Et nous continuerons à porter le dynamisme de cette initiative, notamment parce que les consommateurs en sont particulièrement demandeurs. Et là, quelques éléments à vous apporter. Après 3 mois, fort du succès et du niveau de réponse des consommateurs, c'est plus de dizaines de milliers d'emballages qui ont été économisés. Et Carrefour a donc décidé de doubler la taille du pilote en nombre de magasins, avec une extension non seulement dans les magasins de proximité, mais aussi dans les super et les hypermarchés de l'Île-de-France. Et enfin, avec une vision à moyen terme, à horizon 2025, d'aller encore plus loin vers un assortiment beaucoup plus large, aujourd'hui de 30, une ambition à 1000 références et plus de 500 magasins. Donc cette aventure, vous l'avez compris, est résolument multi-parties prenantes, et c'est donc uniquement grâce au soutien et à la collaboration d'un nombre important d'acteurs, les pouvoirs publics, les industriels, les distributeurs, que nous pourrons mettre en place cette boucle de réemploi de façon pérenne et à l'échelle, et permettre ainsi de créer un monde sans déchets, d'emballage à usage unique et 100% circulaire. J'appelle bien sûr tous les parties prenantes de l'écosystème monégasque à se mobiliser autour de cette initiative de réemploi, et je fais le vœu que Loop puisse très bientôt rejoindre vos initiatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Blandine Sury, pour cette intervention très, très inspirante. Sachez, Monseigneur, que sous l'autorité de Marie-Pierre Gramaglia, une étude de faisabilité de la consigne est en cours à la mission pour la transition énergétique. La consigne des emballages de la vente à emporter en restauration rapide. Donc on travaille avec les restaurateurs sur cette faisabilité qu'on pourra présenter au gouvernement à l'été, j'espère. Sachez aussi que Carrefour Monaco est très, très intéressé par cette initiative de Loop et nous a confirmé que dès lors que les circuits logistiques qui aujourd'hui sont centralisés autour de Paris et l'Île-de-France pourraient desservir les autres carrefours, comme l'a annoncé Blandine Sury, il serait évidemment partant. Est-ce que vous avez des questions à poser à Blandine, l'un et l'autre, avant qu'elle nous quitte à l'écran, mais qu'elle reste avec nous sur cette conférence? Bon, je veux simplement dire que c'était une excellente initiative. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle de réintroduire la consigne et de voir que c'est possible sous une certaine forme et bien sûr avec un certain circuit de logistique. Mais comment est-ce qu'on peut accélérer justement ce système de consigne dans d'autres secteurs? Je pense que c'est bien sûr toujours dans le secteur alimentaire, mais bien sûr au-delà. Et pourquoi est-ce qu'il y a de tels freins? Je pense que c'est le coût, bien sûr, qui freine, mais quels sont vraiment les freins qui empêchent une plus grande, voilà, un élargissement de la consigne vers d'autres secteurs? Oui, alors vous posez effectivement une question qui est parfaitement légitime. Je pense que ce qui est très important, c'est de reconnaître que le monde de l'usage unique, qui est celui que l'on connaît depuis plus de 60 ans, il est extrêmement optimisé. Il est optimisé dans les circuits logistiques, il est optimisé par ricochet dans son modèle économique. Et donc, voilà, je pense que les freins aujourd'hui qui existent, ils sont finalement le reflet du niveau d'optimisation d'un système qui est celui qu'on connaît. Néanmoins, pour
prendre la partie plus positive et ce qui nous anime vraiment, ce qui est très important, c'est que le modèle est prouvé. Il existe aujourd'hui à l'échelle sur certaines catégories, c'est le cas de la bière au Canada, c'est le cas des boissons, j'y faisais référence en Allemagne. Donc, la question est seulement de savoir quand et à quelle vitesse finalement on peut activer et réactiver ce système de consignes. Et j'y faisais référence en conclusion. Ma conviction et celle de Loop, c'est vraiment que le succès ne viendra que par l'intermédiaire d'une coalition de parties prenantes qui, ensemble, vont faire en effet cette transition, parce que si les industriels se mobilisent mais que les distributeurs ne sont pas au rendez-vous, ça ne fonctionnera pas. Si les distributeurs se mobilisent mais qu'il n'y a rien à mettre dans l'assortiment ou qu'il n'y a pas de support des pouvoirs publics, ça ne fonctionnera pas non plus, puisque, comme vous le disiez, il y a des investissements importants, il y a aussi des infrastructures à mettre en place, et tout ça nécessaire des efforts vraiment conjoints de tous les acteurs. Merci, chère Blandine, pour ce témoignage, encore une fois, qui confirme que cet objectif zéro déchet, qui peut paraître parfois lointain, finalement se concrétise et devient possible. C'est avec des initiatives comme les vôtres, à une grande échelle, qui englobe de plus en plus de biens de consommation, que nous sommes au cœur du problème et que nous arriverons progressivement, je l'espère, à faire disparaître au moins les déchets d'emballage. À Monaco aussi, les initiatives sont nombreuses et se multiplient. Dans le cadre de la préparation de la conférence annuelle de la transition énergétique, la MTE, avec l'aide de la direction de l'environnement, s'est rapprochée d'une vingtaine d'entités monégasques qui sont impliquées, que nous avions identifiées et qui œuvrent au quotidien pour une réduction des déchets avec des initiatives tout à fait originales. 19 d'entre elles ont accepté de jouer le jeu, de nous faire remonter ces initiatives, de les partager, de les soumettre au vote du public, ce qui est un peu original. Et donc, ce sont les signataires du pacte national qui ont voté il y a déjà 2 semaines pour leur initiative favorite. Donc, avant de dévoiler les lauréats, je voudrais vraiment encore une fois remercier ces 19 porteurs de projets et sachez tous que ces initiatives sont toujours bien sûr disponibles sur le site de la mission pour la transition énergétique si vous voulez en prendre connaissance si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, les résultats des votes étaient serrés. Il semble que le public se soit tourné, non pas forcément vers les initiatives les plus originales, mais peut-être les moins connues d'entre elles, et nous allons les découvrir dans quelques instants. Monseigneur, Madame le conseiller, je vous invite à venir avec moi en remettant votre masque, si vous le voulez bien, devant notre espace pour accueillir les uns après les autres nos lauréats. Monseigneur, si vous pouvez vous mettre au centre. Marie-Pierre, si vous pouvez rester à côté des trophées. Et comme ça, nos lauréats viendront se mettre entre vous deux si vous le voulez bien. Alors, le premier lauréat, c'est une institution que vous connaissez bien en principauté. C'est le Centre hospitalier Princesse Grace. Le CHPG est une institution très engagée en faveur du développement durable, mais n'a pas fini de nous surprendre, puisque en 2018, le docteur Bonnet a eu une initiative tout à fait originale au sein du bloc opératoire en décidant de réduire l'usage d'un gaz anesthésiant, le desfurane, qui est très émetteur de CO2 et polluant. Et donc cette économie a permis non seulement des économies financières de 30 000 € par an, mais bien sûr des économies aussi de CO2, équivalentes au trajet d'une voiture de 7 400 km. Et toujours au bloc opératoire, l'équipe a fait le choix d'arrêter l'usage d'un ustensile jetable et fait le choix du réutilisable. Ce sont les lames laryngoscopes, voilà, je ne dis pas du tout dire bien ça, mais voilà, qui peuvent être utilisés plus de 1000 fois sur une durée de vie de 10 ans. Donc vous imaginez les économies en termes de déchets, et là aussi les économies réalisées économiques. Donc le CHPG nous montre que c'est possible partout d'intervenir en faveur de la réduction des déchets. Et pour cela, le vote du public s'est tourné vers eux. Donc j'invite le docteur Laure Bonnet à venir sur scène
récupérer son trophée. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Alors le deuxième lauréat, et je vous en prie, je vous supplie de nous croire, ce n'est pas de la tricherie, mais c'est l'entité qui nous accueille. C'est le Grimaldi Forum de Monaco, qui, voilà, qui lui aussi nous a surpris. On sait que c'est une institution très engagée dans le développement durable, mais là encore, ils nous ont surpris, puisqu'à partir de 2016, les équipes se sont intéressées à l'éco-conception des scénographies. Donc, ils ont cherché à réduire les déchets des scénographies, tout en gardant, bien sûr, l'esthétique de celles-ci, avec différents leviers, réduction à la source des déchets, choix de matériaux réutilisables, d'autres recyclables, par exemple des vitrines démontrables et réutilisables, une gestion de fin de cycle avec des dons à des tiers ou retour aux fournisseurs pour qu'ils aient une deuxième vie, ou des choix de matériaux recyclés et éco-responsables, comme par exemple les cimaises en bois. Avec tout cela, ce sont 73% des déchets qui sont maintenant triés et recyclés aujourd'hui, contre 13% seulement il y a 4 ans. Cette initiative est tout à fait remarquable et surtout reproductible pour le monde du spectacle et de l'événement tel qu'on l'a connu et qu'on va le reconnaître à Monaco. Donc j'espère que cette initiative fera des émules. Et j'invite sa directrice générale, Sylvie Biancheri, à venir chercher son prix. Notre troisième et dernier lauréat, c'est le salon de coiffure Odyssée. Alors, ce salon de coiffure a surpris certainement le public. C'est un commerce engagé, accompagné par la direction de l'environnement depuis un moment déjà vers la réduction des déchets. Eh bien, ils font le choix de fournisseurs engagés, de produits éco-responsables et saisissent toutes les opportunités pour réduire, trier, réutiliser. Par exemple, ils utilisent des serviettes plutôt que des papiers jetables. Ils utilisent des produits et des bouteilles réutilisables, re-remplissables pour leurs clients. Et surtout, ils donnent les cheveux coupés à une association qui les utilise pour aller dépolluer les pores. Ils utilisent en fait les propriétés lipophiles des cheveux pour fixer les hydrocarbures. Alors, est-ce que c'est cette initiative particulièrement originelle qui a conquis le public? Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux de remettre ce troisième prix au salon Odyssée que nous accueillons sur scène. Merci beaucoup, félicitations. C'est vraiment formidable. Attendez, c'est pas Et pardon, je n'ai pas donné votre nom, monsieur Roland Mouflard. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous inviter à rejoindre vos sièges? Et Monseigneur, si vous en êtes prêt, je vous invite à clore cette conférence. Merci. Madame le conseiller de gouvernement, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Madame le directeur, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je remercie Madame Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, pour son invitation. À travers elle, ce sont ces équipes que je remercie, lesquelles ont inscrit la transition énergétique au cœur de leurs actions. Merci également à Annabelle Gégère-Sédou et à ses équipes de la MTE. Je remercie également, et je la félicite, Sylvie Biancheri qui nous accueille ici au Grimaldi Forum. Cet établissement a su s'adapter et saisir les opportunités inattendues
que l'épidémie de la Covid-19 a parfois générées. Il propose une nouvelle offre d'accueil pour Monaco qui respecte toutes les mesures sanitaires et permet, dans les meilleures conditions, des réunions en visioconférence et en format hybride. Symbole de résilience aujourd'hui, cette offre restera opportune demain pour la tenue des événements qui souhaiteront alléger leur bilan carbone. La crise actuelle nous a contraints à nous adapter, à innover, à réinventer. Aujourd'hui, alors que nous entrevoyons une sortie de crise, il est nécessaire de penser le monde de demain. Un monde en adéquation avec les ressources de la planète, qui prend en compte nos erreurs passées, nos priorités actuelles et nos objectifs futurs. Comme vous le savez, à l'occasion du 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat, le 12 décembre dernier, j'ai fixé un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Principauté de Monaco de moins 55% d'ici à 2030 par rapport aux chiffres de 1990. J'ai également confirmé l'engagement d'une principauté neutre en carbone à l'horizon 2050. La transition énergétique apparaît clairement comme une priorité permettant d'atteindre ces objectifs ambitieux. Pour cette conférence, vous avez choisi de mettre la thématique des déchets à l'honneur avec cette question « Peut-on vivre sans déchets ?» La question pourrait être aussi « Avons-nous le choix ?» Pouvons-nous faire perdurer cette économie génératrice de déchets avec 7 milliards d'individus sur la planète? La réponse est évidemment non. Mais nous savons ce que nous devons faire, eh bien, d'appliquer la fameuse règle des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Donc diminuer les emballages afin de devoir traiter in fine une quantité minimale de déchets en émettant le moins de gaz à effet de serre possible. La démarche est engagée, l'état de la planète et des océans l'exige, les consommateurs le demandent, les industriels s'engagent, de nouveaux modèles se déploient, comme en ont témoigné Loop, que Mme Blandine Sury vient de nous présenter, et les porteurs d'initiatives monégasques, dont je salue l'engagement. Ils nous ont démontré qu'il est possible de faire autrement. Il faut saisir cette chance et agir maintenant, tous ensemble. Alors à quoi pourrait concrètement ressembler Monaco en 2050 ? Laissez-moi essayer de vous en dessiner peut-être les contours. Les véhicules thermiques et bruyants ont laissé la place à d'autres véhicules silencieux et non polluants. Mais surtout, la mobilité douce a pris toute sa place. Compte tenu de sa taille et de ses facilités intégrées dans le développement de la ville, Monaco est une ville où l'on se déplace à pied. Les qualités de l'air et sonore participent à une qualité de vie remarquable. Nous avons éliminé le mot « déchet » de notre vocabulaire avec une économie de la principauté organisée dans une logistique circulaire et d'éco-conception. Les inutiles des uns sont devenus les ressources des autres. L'usage unique a été remplacé par du réutilisable. L'incinérateur par une unité de lavage pour les emballages durables. Nous gardons le même niveau de confort sans abîmer les océans. Les bâtiments produiront plus d'énergie qu'ils n'en consomment et ont parfaitement intégré la végétation dans le bâti. De nombreux jardins potagers citadins délivrent des produits de qualité et de saison, et localement, qui n'ont pas besoin d'être emballés. La biodiversité s'est développée dans le pays et participe à réduire les fortes chaleurs que nous subissons chaque été. Il ne s'agit pas de rêver à un monde d'après idéal. Il faut se donner les moyens de le rendre possible, et ces moyens, j'en suis convaincu, nous en disposons. Mais pour cela, nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous, pour poursuivre et mettre en œuvre ce projet collectif. C'est pourquoi j'invite tous ceux et toutes celles qui ne l'ont pas déjà fait à rejoindre la communauté des signataires du pacte national. Je conclurai simplement sur ces mots que vous connaissez sans doute tous d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je vous remercie. Merci Monseigneur de ces mots et de votre présence qui nous honore et témoigne de votre engagement sans faille en faveur de la transition énergétique et environnementale. Un engagement et une mobilisation qui ouvrent la voie et nous guident dans nos actions.
Merci Madame le conseiller, Marie-Pierre Gramalia. Merci à Blandine Sury, merci aux porteurs d'initiatives et à nos lauréats. Merci à toutes et tous de votre présence à nos côtés, de votre mobilisation dans ce temps fort de la transition énergétique. J'en profite aussi pour remercier très sincèrement les équipes de la mission Transition énergétique qui s'impliquent chaque jour avec un enthousiasme et un dynamisme qui ne font jamais défaut et je les en remercie très, très sincèrement. J'en profite aussi, j'aurais dû le faire plus tôt, pour remercier l'artiste Joël Rebière qui a réalisé ces trophées, ces oliviers à base de matériaux recyclés, évidemment, pour être en cohérence avec le thème du jour. J'invite tous les acteurs de la transition, les particuliers, les institutions, les entreprises, à se saisir pleinement de tous nos moyens de communication, le site de la MTE, notre présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, pour nous faire partager leurs initiatives, pour nous interroger, pour solliciter les aides du Fonds vert national et enfin, clairement, pour continuer d'agir à nos côtés. Je vous propose de nous quitter sur les images d'une vidéo que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais je pensais utile de clore cette conférence sur ces images qui reprennent et qui reflètent le savoir-faire monégasque en matière de boucles thalassothermiques. Puisque, comme l'a dit Marie-Pierre Gramalia, le déploiement des 2 boucles en cours, au Larvoto et à la Condamine, nous permettront d'ici 3 ans de diminuer de 7% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et à l'année prochaine. Un grand merci à vous également, Annabelle, pour votre implication. Sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, la Principauté s'est fixé des objectifs ambitieux pour répondre aux défis climatiques. Réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour tenir ses engagements, le gouvernement princier concentre son action sur les 3 secteurs émetteurs de CO2, la mobilité, les déchets et l'énergie de nos bâtiments. Ces derniers représentent 37% de nos émissions. L'enjeu pour notre pays est de proposer une alternative aux énergies fossiles pour chauffer nos bâtiments. À Monaco, nous disposons d'une énergie que la nature nous met à disposition gratuitement, la mer. Monaco a une histoire très riche et très ancienne, mais c'est vrai qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, Monaco en quelque sorte se réinvente. Et à partir de cette époque, on peut constater que l'une des vocations de la Principauté, finalement, c'est d'être un champ d'expérimentation de ce qui peut être fait en termes de progrès technologiques, de progrès scientifiques. On a l'idée d'utiliser cette énergie-là, de prendre les calories de la mer pour créer des circuits, des boucles thalassothermiques destinés à réfrigérer, climatiser ou chauffer selon les circuits qui sont mis en place. Monaco est une terre d'innovation au service de l'environnement. Capter l'énergie de la mer est un réel savoir-faire monégasque. Développé depuis les années 60 sur des bâtiments emblématiques comme le stade nautique Régnier 3, le Grimaldi Forum ou les hôtels de la Société des bains de mer, nous avons aujourd'hui plus de 80 pompes à chaleur sur Rhône-Mer et une boucle thalassothermique sur le quartier de Fontvieille. Nous disposons ainsi de compétences publiques, privées exceptionnelles, allant du déploiement des boucles à leur gestion et leur maintenance. Nous savons développer cette technologie sans impact sur le milieu marin. Pionniers dans l'utilisation de cette technologie, nous souhaitons aller plus loin encore. Nous réinventer sans cesse en croisant progrès scientifiques et technologiques pour en finir avec les énergies fossiles. Si vous voulez, les boucles d'eau avec des pompes à chaleur permettent de faire des échanges entre les locaux qui ont un surplus de chaud et les locaux qui ont un besoin de froid, et vice-versa. Donc la boucle vous permet de faire le transfert de chaud ou de froid suivant les saisons. Et si on parle d'un data center, par exemple, l'ensemble de l'hiver, on va récupérer toute la chaleur du data center pour l'envoyer sur le chauffage des locaux qui en ont besoin. C'est vrai que c'est simple dans le principe, mais c'est plus compliqué dans la mise en œuvre. Lorsqu'il s'est agi de concevoir le dispositif de thalassothermie de Thassalia à Marseille en 2013-2014, nous nous sommes rendus compte qu'il existait peu de références d'installations similaires en Méditerranée. Donc nous nous sommes fortement inspirés des installations monégasques
en particulier celle du Grimaldi Forum, que nous avions visité en 2013, pour concevoir tous les dispositifs de prise et de rejet d'eau de mer, et en particulier tout ce qui touchait la protection de l'environnement marin. Oui, bien sûr. Alors les boucles thalassothermiques, c'est très important pour nous, pour des expositions de ce niveau. Nous avons l'obligation de respecter de façon constante, et la constance est quelque chose de très important dans la stabilité d'une œuvre, une température de 20 degrés avec une tolérance de plus ou moins 1 degré et un taux d'hygrométrie de 50% avec une tolérance de plus ou moins 10%. Et donc c'est une économie colossale pour le budget du Grimaldi Forum en termes de fonctionnement. Un principe technique aussi bien particulier à l'SBM, c'est que nous distribuons en simultané donc, du chaud, du froid et aussi de l'eau chaude pour faire l'eau chaude sanitaire. Donc l'ensemble des 3 composantes est alimenté par ces pompes à chaleur. Et en fait, on produisons l'eau chaude sanitaire quelque part gratuitement grâce à ces pompes à chaleur qui finalement fonctionnent pour faire du froid, mais aussi nous donnent du chaud avant de le rejeter à la mer. Donc pour nous, c'est un système très efficace qui nous donne entière satisfaction. L'utilisation du fioul dans les chaufferies de Monaco représente 17% des émissions de gaz à effet de serre de la Principauté. C'est pourquoi il a été décidé, il y a 2 ans maintenant, de l'interdire. Une nouvelle réglementation énergétique a été mise en place. L'usage du fioul dans les chaufferies sera interdit à partir du 1er janvier 2022. Cette décision a plusieurs co-bénéfices. Par exemple, moins de circulation de camions dans la Principauté, une diminution de la pollution de l'air, puisque le fioul, outre des émissions de gaz à effet de serre, émet aussi des polluants. Et il a donc été décidé d'investir pour permettre ce passage du fioul à une énergie plus propre. Alors, nous avons des projets de réalisation de boucles thalassothermiques, de 2 nouvelles boucles à Monaco. La première se situe dans le quartier nord de la Condamine et le réseau sera opérationnel à partir de 2021. Le réseau du Larvoto va bien sûr desservir des nouveaux immeubles comme ceux de l'extension en mer ou Testimonio 2, mais également va permettre de raccorder des immeubles actuellement chauffés par le fioul. Et ce changement de mode de chauffage va améliorer grandement les émissions de gaz à effet de serre de la Principauté. Nous gérons environ 500 logements sur la Principauté. Il est donc fort probable que les bâtiments dont nous occupons, qui sont éligibles à la boucle, j'entends par là le Bahia, le Continental, le Trocadéro, donc que ces bâtiments soient raccordés à cette boucle dès lors qu'elle sera opérationnelle. Et à ce moment-là, nous pourrons éteindre définitivement le recours aux hydrocarbures et au fioul. Avec des boucles thalassothermiques et des pompes à chaleur, nous utilisons les calories et les frigories de la Méditerranée pour chauffer et refroidir nos bâtiments. Passer du fioul à l'énergie de la mer permet de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre des immeubles raccordés aux boucles. Aujourd'hui, le gouvernement capitalise ce savoir-faire monégasque en développant 2 nouvelles boucles thalassothermiques sur son territoire. Ce projet ambitieux est au cœur de la transition énergétique monégasque. Il est temps de bannir les énergies fossiles et de nous tourner résolument vers les énergies renouvelables. Ensemble, engageons-nous à léguer un environnement sain aux générations futures.